bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. C'est un point lecture qui est vraiment sympathique parce qu'il y a eu de très belles découvertes, une bonne suite de sagas et j'ai hâte de vous parler de tout ça. Je vais commencer par vous parler d'une bande dessinée. Il s'agit de Watt, la fée qui avait perdu ses ailes, publié chez les éditions Bambou, et ça a été créé par Cazeneuve, William et Jacques Moir. Ici, nous suivrons la petite Watt qui est une fée des villes. Elle a l'habitude vraiment d'œuvrer auprès des personnes qui habitent en ville, de faire son travail féerique là-bas. Mais un jour, en mission avec son ami Dorg, qui est un troll, elle va perdre ses ailes. Dorg va l'emmener dans la forêt afin qu'elle rencontre la reine des fées et que celle-ci puisse lui remettre ses ailes en place. Mais un peuple de fées assez nuisibles qu'on appelle les Uncelli vont capturer cette reine et vont essayer de s'en prendre à tous les petits êtres magiques de la forêt afin de s'emparer de leur pouvoir. J'ai trouvé cette histoire vraiment très originale. On va rencontrer une multitude de personnages hyper intéressants et franchement ça a été un excellent moment en lecture. Ici il n'est pas dit que c'est un tome 1 et qu'il y aura une suite, mais je pense que c'est un premier tome parce que vu comme la fin se termine et celle-ci est très ouverte, la résolution du problème n'est pas totale, donc j'imagine forcément que l'histoire ira beaucoup plus loin. Et je l'espère grandement. J'ai été subjuguée par cette couverture. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore le bleu, j'adore l'effet, tout ça. Et les graphismes sont splendides. Il y a un trait hyper fin avec des couleurs qui sont dans les tons pastels, mais avec une large palette. Et la façon dont les visages, tout est créé, il y a cette petite touche humoristique qui correspond parfaitement au récit. Nous avons des dialogues plein de peps, une amitié assez improbable. Quand j'entends amitié improbable, c'est que les fées et les trolls ne sont pas censés s'apprécier. Et du coup, quand on voit notre petite Watt avec Dorg et l'amitié qu'ils ont, les pics qu'ils s'envoient au quotidien, franchement, je me suis régalée. Je vais essayer de vous montrer une ou deux petites planches comme ça, mais franchement, c'est vraiment sympathique à regarder. Nous avons des personnages vraiment attachants qui savent vous toucher d'une manière ou d'une autre, avec une entraide qui est vraiment magnifique. Je trouve que c'est une très belle morale. Watt, c'est une petite fée qui est intelligente, réfléchie, même si on voit totalement qu'elle n'aime pas la campagne, qu'elle se sent bien qu'en ville avec les petits clichés qui font bien rire. Dorg, lui, c'est un troll assez bourru, mais pourvu d'une sensibilité extrême, et on va faire la rencontre du coup de la reine des fées, Preen, et on va faire la rencontre également d'une petite créature assez particulière, Aphélie, qui est très surprenante, très capricieuse et pourtant qui saura vous toucher au plus profond. En tout cas, moi, cette petite Aphélie, elle a su m'émouvoir, me faire rire et j'ai passé un excellent moment en sa compagnie. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que je l'ai trouvée très moderne et elle apporte une critique sur le mode de vie de l'homme avec la technologie des villes, mais aussi la destruction de la faune et de la flore, l'importance que ça a sur la vie animale. Et même si cela est mis en avant avec des créatures magiques, bah ça touche quand même des choses et des thèmes d'actualité. C'est mis de façon très fictive, très humoristique, mais l'histoire n'en est pas pour le moins touchante. Donc comme je vous ai dit, nous avons une fin ouverte qui laisse présager un tome 2 et j'espère vraiment que je pourrai découvrir ce tome 2, qu'il sera édité parce que franchement j'ai passé un excellent moment. Après je vous avoue que je connaissais pas vraiment cette maison d'édition, mais j'irai découvrir leurs autres œuvres avec un grand plaisir parce que là j'ai fait une excellente découverte. On va passer dans un tout autre genre avec une suite de sagas. Je pense que vous savez de quoi je vais parler parce que nous l'avons lu en lecture commune avec quelques personnes. Il s'agit du tome 2 de Nevernight,
publié chez De Saxus où nous suivons la suite des aventures de Mia. Je vais vous faire un bref résumé pour éviter de mettre des éléments spoilants en vous parlant du tome 1. Dans le tome 1, nous apprenons à connaître Mia Corver qui est une enténébrée, c'est-à-dire qu'elle a des ombres avec des petites créatures qui l'habitent. C'est très mystique, on ne connaît pas encore toute l'influence de ce qu'est un enténébré. Et donc elle va essayer de rejoindre l'église rouge, qui est une école qui forme des assassins qui vont vénérer la Vénérée Mère justement. C'est très très complexe, l'univers est vraiment détaillé et donc Mia va suivre une formation pour devenir assassin et être une lame de l'église afin d'assassiner des gens, et elle a pour but de assouvir une vengeance parce que nous avons des personnes dirigeantes assez malveillantes qui ont fait exécuter sa famille sous ses yeux. Donc voilà un petit peu le résumé très très bref et très vague du tome 1. Et là, dans ce tome 2, l'histoire va se passer dans un contexte totalement différent parce que nous ne serons plus au sein de l'église rouge, mais nous allons nous retrouver dans un tout autre domaine et nous serons dans les jeux de Sepulcra. Les jeux de Sepulcra, c'est un petit peu des jeux qui ressemblent à des gladiateurs, si vous voulez, à l'époque romaine, où il y avait des combats, il y avait le peuple qui les acclamait. C'est un petit peu le même principe. Donc ici nous allons suivre Mia qui va tout faire pour participer au jeu et donc assouvir sa vengeance. Et lors de la participation de ces jeux, elle va devoir mettre un nombre incalculable de stratèges en place. On va faire la rencontre de nouveaux personnages, on va revoir des anciens personnages, et je vous avoue que quand j'ai commencé à lire ce tome 2, il m'a fallu un petit moment pour me remettre dans le contexte de l'histoire et de cet univers, mais cela était parce que j'ai lu le tome 1 il y a vraiment plusieurs mois de cela, et donc se remettre tout en mémoire était assez complexe vu la richesse de l'univers. Après, je me suis totalement laissée bercer par la narration qui alterne avec des moments du passé, des moments du présent, et après on comprend là où veut en venir J. Christophe. Il maîtrise vraiment à la perfection son scénario. En lisant cette histoire, j'ai eu un nombre incalculable de théories qui me venaient en tête, mais J. Christophe est un auteur très surprenant. Vous pensez quelque chose, il va tout balayer en un éclair. Vous ne pouvez vous attendre à rien. Il y a certains passages où on devine, mais on le devine vraiment au dernier moment. Il laisse présager cette aura de mystère qui rend la lecture d'autant plus addictive. Ce deuxième opus, il est vraiment très intense et riche en action. Il va se passer énormément de choses. Il y a beaucoup de scènes où je me suis crue dans la série Spartacus. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une vieille série maintenant, mais avec les combats, les intrigues politiques, l'ambiance, ça me faisait vraiment penser à ça. J'ai adoré les nouveaux personnages, je m'en suis attachée à beaucoup, mais je vous préviens avec J. Christophe, c'est pas bon de s'attacher à des personnages, non, vraiment pas. J'ai apprécié retrouver le personnage de Mia qui me plaît beaucoup et qui fait preuve d'une énorme humanité, même si on la voit devenir de plus en plus badass et stratège. Elle parvient quand même à garder cette once de bon sens et ce cœur qui fait que cette héroïne est attachante malgré les horreurs qui se passent dans l'histoire. Nous avons des relations entre protagonistes qui sont assez particulières et une relation qui m'a assez troublée. Je l'ai trouvée assez toxique dans le sens des événements du premier tome. C'est très dur de vous parler de ce second tome sans vous spoiler parce que, comme je vous ai dit, on est dans un univers très riche, très complet, qui pose beaucoup de questions. Et donc, cette relation, je la trouve toxique parce que il s'est passé des choses dans le premier tome qui fait que cette relation ne devrait pas exister et pourtant, elle est bien là. Mais après, au point de vue de la diversité, celle-ci est très admirable, mais je ne comprends pas du coup ce qui unit forcément les personnages en question. Et pourtant, elle aura vraiment un rôle capital au sein de ce second tome. Donc je vous avoue que j'ai envie d'en connaître vraiment beaucoup plus.
surtout que cette relation va être un fil conducteur assez important et va permettre au cliffhanger de fin de nous scotcher encore plus qu'il ne le fait en temps normal. Je vous avoue que comme se termine l'histoire, l'attente du tome 3 va être très dur. Il me semble qu'il n'y aura que 3 tomes à Nevernight et je me demande fortement comment J. Christophe va pouvoir clôturer un tel univers en un seul tome. Franchement, j'ai hâte de voir ça parce que il y a beaucoup de questions qui se soulèvent, qui se posent et j'aimerais beaucoup vous en parler en détail, mais je peux pas le faire en une vidéo non spoilante. Donc j'essaierai de peut-être vous faire une vidéo quand j'aurai lu toute la saga sur les explications de cette saga, l'univers, l'enrichissement et tout ce qui s'ensuit. Maintenant on va passer à une romance qui est assez surprenante. Je ne m'attendais pas du tout à une telle lecture parce que quand j'ai lu Nevernight, il fallait que je passe à une lecture qui sorte totalement de la dark fantasy. Il fallait que je sois dans un univers qui ne me fasse pas penser à cette lecture. Comme c'était vraiment une excellente lecture, je m'étais dit passer à de la fantasy juste derrière, je risque d'être déçue et c'est pour cela que je me suis lancée dans The Revenge Plan. Si je vous tiens le livre à l'endroit ce sera mieux, de Linda Kage et c'est publié dans la collection et H de chez Harlequin. Et ici nous allons suivre Wick et Haven. Haven vient de trouver son petit ami dans son appartement d'étudiant en train de se taper sa colocataire. Bon, vous imaginez la vision d'horreur qu'elle a eue et elle va donc tout de suite prendre la fuite et celui-ci va essayer de la suivre. Elle va rentrer dans Wick qui est l'ennemi juré de son copain actuel et Wick va l'aider à se cacher. Ensuite va une extraction assez particulière pour pas qu'on repère Haven et Haven va loger chez Wick qui va l'héberger le temps qu'elle se remette de cette rupture et plus encore. C'est un roman assez surprenant qui m'a beaucoup fait rire. Pourquoi ? Parce que dès le début, on rentre tout de suite sur cette scène assez percutante et je me suis dit, mais la réaction des personnages, tout ce qui se passe, les relations entre eux, comment dire ça paraît assez improbable et même si la situation était dramatique, elle aurait dû me faire pleurer, j'étais morte de rire. Alors sur le coup, je me suis dit, mais non, dans quoi je me lance ? Si ça me fait rire alors que je suis censée pleurer, j'ai un petit peu peur pour la suite. Je me suis dit bon écoute c'est les premiers chapitres, continue un petit peu la lecture, persiste peut-être que ça va te plaire. Et oui, figurez-vous que j'ai adoré cette histoire, j'ai passé un excellent moment, j'ai rigolé du début à la fin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des petits moments où mon cœur s'est pincé, non pas du tout, mais l'absurdité de certaines situations m'a tellement fait du bien, j'ai tellement ri que même s'il y a des choses qui font tiquer dans la lecture, et ben je me suis sentie bien en lisant ce livre et c'est ça que je retiens de cette lecture. Nous avons une narration très particulière parce que nous avons une histoire qui se passe à travers une gazette avec des personnages qu'on ne connaît pas et nous avons l'histoire où on suit Wick et on suit Haven avec leurs points de vue respectifs. Cette gazette, on se demande l'importance qu'elle a, d'où elle vient, on se pose des questions sur elle et petit à petit on commence à comprendre le fond des choses parce que on va apprendre de certaines histoires, certaines parties du vécu des personnages qui vont nous faire tilter sur certains éléments. En plus, les personnages ils sont hyper attachants. Haven, c'est une jeune fille farfelue, pleine de vie, très bavarde. Et Wick, lui, c'est le mec tendre, protecteur, le genre de mec qui fait totalement rêver, le book boyfriend parfait. Nous avons également une ambiance familiale qui est explosive et rafraîchissante. On va rencontrer la famille de Wick. Wick est le seul gars dans une fratrie remplie de filles qui sont toutes détonnantes et Haven a beau être fille unique, elle a des parents incroyables, une maman handicapée et un père qu'on aimerait tous avoir et elle a des cousins et des cousines qui sont un régal. On va les voir rentrer dans le quotidien de nos deux protagonistes principaux et ils vont foutre un petit peu le bordel, il va y avoir des dialogues, des interactions qui vont vous faire exploser de rire. En tout cas pour moi ça a été le cas et j'ai donc passé un moment incroyable à les découvrir. C'est d'ailleurs peut-être les passages de l'histoire que j'ai le plus apprécié quand il y avait tout ce melting pot de
personnages tous ensemble. J'ai trouvé ça frais et franchement ça m'a fait du bien. En somme, c'est une histoire qui est vraiment tout en légèreté, qui se dévore toute seule. On va suivre du coup le rapprochement de Wick et Haven, mais on va aussi suivre les difficultés qu'il y a au sein de l'ancien couple de Haven, les multiples révélations qui vont suivre cela, et on va suivre également des passages de la vie de Wick, son univers sportif et tout ce qui s'y rapporte. Et franchement, j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. Je dirais pas que c'est un gros coup de cœur, c'est un petit coup de cœur parce que même si je vous ai dit j'ai levé les yeux au ciel à plus d'une reprise, j'ai tellement rigolé que en fait c'est le moment et ce que j'ai ressenti tout au long de la lecture qui fait que ce roman était hyper agréable et je pense que j'avais vraiment besoin de fraîcheur au moment où je l'ai lu et il était juste parfait pour ça. Et pour terminer ce point lecture, je vais vous parler d'un livre assez étonnant parce que je n'en lis que très peu. Il s'agit de Fugitive, qui est un thriller assez court de Guédic qui est publié chez les éditions Inceptio. C'est un livre que j'ai reçu en service presse. J'ai voulu le découvrir parce que c'est un thriller, mais il se passe dans un monde assez dystopique. Du coup, je trouvais ça très original. Et comme j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'imaginaire, je me suis dit que le côté thriller passerait un petit peu mieux. Donc ici, nous allons suivre Virginia. Virginia est la seule à pouvoir sauver la vie de sa sœur, mais le problème c'est qu'elle est accusée de meurtre et qu'elle a la peine capitale qui l'attend. Il va donc y avoir une course-poursuite entre elle et les forces de l'ordre et il faut à tout prix qu'elle arrive à retrouver sa sœur sans se faire attraper afin de pouvoir sauver celle-ci. Bien entendu, nous sommes en 2072, les technologies ne sont plus celles que l'on connaît actuellement et donc se cacher devient de plus en plus difficile. Et donc là, nous allons vraiment être dans une course contre la montre pour que Virginia puisse sauver sa sœur et en même temps sa vie. Alors je vous avoue que j'ai été très surprise par la façon dont les péripéties du roman se déroulent et cela m'a vraiment perturbée. Parce que c'est un roman qui avance à vitesse grand V. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi tout de suite Virginia est recherchée. On est vraiment directement balancé dans la course-poursuite avec Virginia, les forces de l'ordre. Et c'est assez perturbant. Moi, j'aurais vraiment préféré d'abord suivre la vie un petit peu de Virginia pour m'attacher à elle et comprendre le meurtre, comment ça s'est passé, même si on l'apprend plus tard, et avoir un ordre un peu plus chronologique, si vous voulez. Mais là, on est directement dans la course-poursuite, on va suivre Virginia, les personnes qu'elle rencontre, les petites explications qui vont se disperser à tel et tel endroit, et ensuite on suit les forces de l'ordre qui essaient de l'attraper. On va suivre la sœur de Virginia qui est en danger, qui s'inquiète pour sa sœur mais qui en même temps s'inquiète pour sa vie, et on va suivre la maman des deux jeunes femmes. On va suivre énormément de personnages et avec la vitesse à laquelle avance le roman, faut arriver à suivre, faut vraiment s'accrocher, mais pour autant l'univers est intéressant, on a envie d'en savoir plus. On nous parle de bulles, de costumes un petit peu réfrigérants pour survivre au réchauffement climatique. Il y a énormément de thématiques qui sont abordées dans ce roman et je pense que le roman aurait pu faire une bonne centaine de pages de plus pour approfondir tout cela. Il faut savoir que c'est un roman qui fait 159 pages, qui se lit très rapidement. Et donc, l'auteur en 159 pages, bien entendu, elle ne pouvait pas développer ces thématiques. Mais moi, j'aurais vraiment aimé les voir. Parce que tout ce qui défile devant nos yeux interroge sur l'omniprésence des technologies, sur la justice, la façon dont cela fonctionne, la manipulation du public face aux médias, l'euthanasie et beaucoup d'autres sujets, notamment à tout ce qui va toucher à la course, à l'industrie pharmacologique et tout ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont soulevées. Il y a une multitude d'éléments qui sont percutants et donc forcément on a envie d'en savoir plus. De plus, on est dans un monde assez futuriste, donc on se pose des questions sur ce monde et ça c'est vraiment pas développé et c'est ça qui m'a dérangée dans ce roman. Alors qu'en soi, la trame de l'histoire, l'ensemble, le rythme sont quand même intéressants parce que on est dans un roman qui est vraiment digne d'un bon film d'action.
Et s'il aurait eu quelques pages en plus, franchement, ça aurait été vraiment une très très bonne lecture. Là, c'est une belle découverte, mais je ne dirais pas que c'est une bonne lecture. Je peux pas trop développer plus sur ce roman-ci parce que comme c'est un roman très court, les spoilers sont vite là et comme vous savez, je déteste vous spoiler sur la chaîne, donc j'essaie toujours de rester assez vague sur certains événements et dans mes explications pour ne pas vous donner des éléments qui vous gâcheraient vos lectures. Après, je vous avoue que c'est aussi intéressant de temps en temps de suivre des chroniques spoilantes puisque ça permet de développer les arguments et ainsi d'avoir vraiment un avis plus complet. Mais si on veut donner aussi envie de lire un livre, si on donne trop d'informations, on gâche la lecture. Donc c'est très très complexe pour cela. Après, les chroniques spoilantes, c'est aussi intéressant quand il y a plusieurs tomes parce que ça permet de relire l'avis avec les spoils du tome 1 par exemple avant d'attaquer un tome 2. J'arrête ici avec mon petit blablatage. J'espère que ce point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des livres si vous les avez lus. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous tente. En attendant, moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Puis comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao.